Stock Soul Studio. Les Champs d'Avril est l'une des adresses incontournables de Nantes, tenue par deux passionnés, Christophe et Véronique François, propriétaires depuis 2008 de ce restaurant bistronomique situé quartier Champ de Mars. Pourquoi est-ce un restaurant incontournable ? Eh bien, Christophe et Véronique ont su imposer dans cet établissement au décor rétro leur concept de menu mystère. Chez eux, on ne choisit pas, on se laisse surprendre par les plats élaborés par Christophe à partir de produits régionaux et par les vins sélectionnés par Véronique. Bref, il faut faire confiance au chef, c'est sacrément culotté et ça marche. Le restaurant est souvent plein et les avis sont bons, voire très bons. Dans cet épisode, on va justement faire connaissance avec ce couple soudé et complice. On va revenir avec eux sur leur parcours, de leur première affaire dans le Val d'Oise au début des années 2000 à leur arrivée à Nantes. Ils vont partager leur passion contagieuse pour le vignoble nantais et vous allez l'entendre, nous livrer aussi quelques anecdotes bien croustillantes. Allez, c'est parti, je m'appelle Christophe Artus, bienvenue dans l'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes, épisode 12. L'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de me recevoir ici au Champ d'Avril. Christophe, Véronique, si je vous dis Christophe et Véronique François jouent avec brio et passion leur jolie musique bistronomique de copains, c'est ce que j'ai pu lire dans les tables de Nantes, un passeur de bonheur tout simplement, ça c'est ce que j'ai découvert dans Goemio, un lieu chaleureux et généreux et très original puisque le menu n'est jamais dévoilé, c'est ce qu'on peut lire dans l'édition 2023 du Petit Futé. Est-ce que ça correspond à ce que vous êtes? Est-ce que ça correspond à votre établissement? On retrouve les mots bistronomie, copain, bonheur, menu mystère. Oui, c'est en fait toujours faire découvrir des nouvelles choses dans une ambiance qui reste assez détendue et voilà, faire plaisir. Bienvenue partager. chez nous. Ouais. Et on vous reçoit comme si vous recevez des amis à la maison. C'est ça notre concept. Ne pas choisir. Quand vous êtes chez des amis, vous choisissez pas, vous venez. C'est pareil chez nous. La différence, vous allez avoir une édition à la fin, mais c'est exactement la même chose. C'est justement de faire découvrir des choses que vous n'aurez pas l'habitude de manger ou des choses que vous n'aurez pas choisies. On va revenir sur votre histoire. Christophe, toi, tu as fait tes premières armes en région parisienne, tu as travaillé dans des restaurants gastronomiques, dans des relais châteaux. La passion de la cuisine, elle est arrivée très tôt chez toi. À l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, moi, je voulais pas être pompier ou gendarme ou policier comme t'es tout gamin ou sportif de ce que tu veux. Moi, je voulais être cuisinier. J'adorais cuisiner à la maison, faire des essais. J'ai des souvenirs avec ma petite sœur à faire des tests, des trucs de malade, à mélanger des choses qui étaient vraiment improbables. Et immangeable. À faire des tests à la cheminée chez mes parents, en train de cuisiner sur la petite pelle de la cheminée et poser le truc sur le bulgum en cramant la table en disant parce que je cuisinais avec ma sœur, on se remémorait ça. C'était assez drôle. On testait des trucs qui étaient complètement, je crois que j'ai goûté tout ce qui était en épicerie dans le placard de ma mère, mélangé avec des sucrés, des salés, etc. C'était ça. Et tu avais un arrière-grand-père restaurateur. Et j'avais un arrière-grand-père, ouais, c'est vrai. J'avais un arrière-grand-père qui était restaurateur, cafetier, À bistrotier, à Montlouis, c'est ça. Et il avait sur les quais de la Loire, Georges Didlot, il avait un café bistrot. Et quand il est décédé, j'ai eu un très bel héritage. J'ai eu son cahier de recettes, ses couteaux, sa veste, son tablier. Et chose assez drôle, quand j'ai eu 18-20 ans, je cherchais du travail et mon arrière-grand-père téléphonait à droite à gauche dans tous les grands restaurants. Bonjour, je cherche une place de commis. Mais monsieur, vous avez quel âge? 85 ans. Vous pensez pas que c'est... Mais non, mais c'est pour mon petit-fils. Et il avait téléphoné à ses copains qu'il connaissait chez Barrier, chez machin, où il avait des contacts. Et pour essayer de me placer après à droite à gauche, voilà. Depuis tout petit, ça te colle à la peau, quoi, en fait, ce métier. Ouais, c'est ta vie? Ouais, ça fait partie de mes passions, ouais. C'est, ouais. Ah bon? Du soir au matin, même encore maintenant, tu vois, je viens d'avoir 50 ans. Sur mon téléphone, il y a beaucoup de recettes, des tutos, des vidéos, des machins, des bouquins de cuisine. Je parlais ça aux jeunes, j'en ai des cartons mais entiers. Ouais. Tant que j'aurai la flamme, cette flamme qui brille dans nos yeux quand on est cuisinier, tant que j'aurai ça, je continuerai. Le jour où j'ai plus envie, j'ai plus ça, il faut que j'arrête. Je veux pas être ces cuisiniers qui sont aigris derrière un piano à pousser une poêle, comme on dit, qui ont plus ce feu sacré. Le jour où je l'ai plus, faut que j'arrête. Tu vois, le plaisir, c'est le matin d'aller aux mines, d'aller chercher à droite à gauche. Ce matin, j'ai eu de la vieille. Bon, ok, c'est un poisson basique. Je fais du mulet. C'est des poissons basiques, mais le mulet, chez moi, c'est des histoires de mes grands-parents. Quand on allait au pont de Port-Boulet à Chinon, on allait pêcher sur le pont, ramener des mulets et on les cuisait sur les sarments de vigne. Ce goût de mulet au sarment de vigne,
il est ancré en moi. Et j'en ai pêché des tonnes avec mes grands-parents. Voilà, quand il est décédé, d'ailleurs, j'ai demandé à récupérer les gros bouchons de liège que mes grands-parents avaient quand on allait à la pêche. Moi, je suis très attaché à ces souvenirs-là. Et toi, Véronique, la gastronomie, la restauration? Alors moi, pas du tout dans dans la famille, je suis la seule. Et non, j'ai un petit cousin qui a un restaurant aussi. Donc c'est en rencontre, Christophe? C'est ça. Oui, il m'a dit c'est moi avec mon métier ou pas moi. Donc avec. Mais non, mais ça me plaît beaucoup. C'est pas une obligation. C'est un métier qui est tellement prenant et envahissant en fait que si on n'est pas ensemble, on se voit pas. Donc on partage rien. Voilà. Ça fait 23 ans qu'on travaille ensemble. Et voilà. 50-50 sur tout. Voilà. Ça, c'est un truc qui était très chacun, important. chacun de son côté, chacun dans ses plates-bandes et voilà. Et vous avez trouvé un équilibre tous les deux? Oui. Sans s'engueuler, sans jamais On s'engueuler. s'est jamais disputé. Un petit peu de temps en temps? Non, jamais. Jamais. Promis. Même pendant le service? Ah non, jamais. Non, ni à la maison, ni au restaurant. Donc, non. Et voilà, ça roule comme ça. Donc, bon, vous nous donnerez la recette, évidemment, de bonheur. Je sais pas, il n'y a pas peut-être de recette. C'est écoutez, peut-être simplement. Et puis chacun, vous avez vos propres passions. On va aussi en parler dans un instant. Je reviens sur ce parcours, Christophe. Paris, de grandes maisons. Tu as travaillé à Saint-Germain-en-Laye, des gastros, des relais châteaux. Et puis, première aventure en restaurant, c'est à Champagne-sur-Oise, ta première affaire. Alors, j'étais chef dans un porte-maillot dans un joli restaurant où je gérais un gastro et un bistrot, donc 2 établissements. J'avais un patron qui était super cool, qui me payait bien, qui était fantastique, avec une très grosse carte des vins. On avait plus de 45 000 bouteilles en cave. C'était un gros truc. Mon patron m'a appris aussi connaître le vin et tout. C'est top. Et puis un jour, j'ai été voir mon papa. J'ai dit, écoute, j'ai un souci. Je veux plus qu'on me note d'ordre. C'est fini. Ça m'est insupportable. Et j'avais 24 ans, 25 ans. Et il me dit, t'es prêt pour être chef d'entreprise. Et il me dit, va chercher une entreprise et tu reviens nous voir. Ok. Véronique était à l'école puisque oui, parce que j'ai fait mise à niveau BTS du coup en alternance pour connaître le métier. J'étais partie pour être en fac, pour être en fac de psycho, pour être institutrice. Donc du coup, je retournais en études pour pouvoir avoir un restaurant, être à notre compte. Alors, premier resto, toi, tu fais un trait sur ta carrière d'enseignante. Ah bah oui, de toute façon, c'était calé. Par amour. C'était réglé, oui, voilà. Chouette. Et puis, donc, première affaire. Donc là, on est, c'est dans le Val d'Oise, c'est ça? Dans la vallée des impressionnistes, côté de l'Isle-Adam, à 25 minutes de Cergy-Pontoise, 30 km de Paris, dans un village de 3000 habitants, poulet cochon compris. Seul restaurant, de liquidation judiciaire apparemment ce truc-là, il ne tournait plus, il était coulé. Donc on a repris ce truc-là, pas d'argent puisque... Plus de sous, mais notre petite 106 pour faire les courses. Caution des parents et des beaux-parents pour avoir le crédit. Et l'aventure commence. On démarre 2-3 janvier, la chaudière qui tombe en panne. On se réveille et là on passe la tête de la couette, là il fait quand même très froid. Il fait en fait le stock il était 0, mais pour la cuve de fuel aussi. C'était une grosse maison, un gros truc. Et on appelle les marchands de fuel à côté. Ils nous disent non, nous livrons pas ce restaurant-là parce que vous payez pas. Mais non, c'était pas nous, c'était les autres avant. Mais nous on veut pas savoir. On veut un chèque perso tout de suite. Ok, donc on paye donc après 300 litres, 500 litres de fuel comme ça. Et on démarre l'histoire. Et l'histoire, on a démarré à 2. J'ai cousu les sets de... sans pognon, c'est ça, vous avez pas d'argent. J'ai acheté le tissu pour faire les nappes, les serviettes. Je les cousais la journée, la nuit. On a retapissé les chaises, pareil. Enfin, on a tout fait nous-mêmes, quoi. La nuit à fabriquer les serviettes et les nappes. Il nous restait 1200 francs sur notre compte. On allait chercher du vin dans le magasin et on achetait 2 bouteilles. On en vendait une, on en rachetait une autre, etc. Voilà, c'est peu à peu. Petit à petit. Et puis jusqu'au jour où on a eu un monsieur que je connaissais qui nous a dit, moi, vous pouvez pas continuer comme ça, les jeunes. Et je lui dis, mais on n'a pas d'argent, monsieur Zartier. Il me dit, moi, je connais des vignerons, des grands vignerons. C'est ça à eux de vous aider. Et il a ouvert son catalogue. Il nous a aidé à faire la carte. Choisissez tout ce que vous voulez. Je dis, j'ai pas d'argent. Il me dit, ça, c'est mon problème. Vous paierez quand vous aurez vendu les bouteilles. Il a été et royal. Je lui dis, parce qu'on se connaissait, on avait travaillé ensemble dans d'autres restaurants. Et je lui dis, tant que vous serez là, ce sera vous qui ferez ma carte. Ouais. Et on a pu avoir une vraie carte de restaurant avec plein de régions, une vraie carte papier et tout. Et on a démarré tous les deux. On a travaillé très dur. Très, 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 très dur. On a démarré à 2. On a fini, on était 10. Dizaine. Et c'est quoi la clé du succès là? C'est le travail? Ah oui. Ouais. On n'a rien sans rien. La qualité, le respect. Le respect, ouais. La formation. On est dans notre ADN. Tu l'as vu, il y a des apprentis. On a plein de petits à nous qui sont disséminés à droite à gauche. Bertrand, c'est le bras droit d'Éric Fréchon à Paris.
Julien, il travaille au Peninsula à Paris, un 5 étoiles. Valentin, il travaille à Carnot Donquel à Paris. Lucie, qui était notre sommelière, elle est au Canada avec la vice-meilleure sommelière du monde. Des stagiaires aussi qu'on a eu ici, qu'on même qui ont leur restaurant. Même en restaurant à Nantes, La Fossette, Éléonore, c'était et d'autres. Et ça, c'est vraiment notre truc. Et si notre profession, si nous, notre métier, on forme pas, il y aura plus de gens. Alors, on va revenir à votre histoire, à ce parcours. Donc, vous restez 8 ans, je crois, à Champagne-sur-Oise. On n'a pas dit le nom du restaurant, ça s'appelait Les Épidores. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe là, à un moment donné, au bout de 8 ans? Et ce concept mystère, ça s'est passé aussi là-bas. Oui, le menu mystère est né là-bas. Ouais, le menu mystère est né là-bas il y a très longtemps. Bah oui, il y a 23 ans. Dès le début. Oui. En fait, l'a fait tout de suite. On changeait la carte tous les 15 jours. Moi, je suis quelqu'un qui s'ennuie assez vite. Et vous étiez juste une parenthèse, vous étiez en gastro là-bas? Oui, c'était ça. Oui. C'était un gastro. Ouais. Bah, on l'a amené à un gastro. Parce qu'on est arrivé, c'était 50 francs nappe en papier. On est reparti, c'était 60 € le avec ticket moyen. Avec le buffet d'hors d'œuvre à volonté. Avec les betteraves, les carottes en boîte, machin, etc. Voilà. Et c'était pas du tout dans l'établissement que c'était. C'est pas ce qu'on voulait faire, de toute façon. Et on est reparti, c'était... Et Christophe, il changeait tout le temps la carte. Alors moi, j'arrivais au client au moment de la commande. Alors là, c'est plus tel légume, c'est ça aujourd'hui. Ah, là, il a changé, c'est plus ça, c'est ça. Là, c'est... Je lui dis, mais c'est pas possible, t'as changé la moitié de la carte encore. Même si c'était tous les 15 jours, il changeait tout le temps. Chez moi, je vais passer 10 minutes à chaque table pour expliquer ce qu'il y a pas et ce qu'il y a. Donc, on a fait menu mystère. On a fait mystère poisson, mystère viande ou mystère complet. En rentrant de vacances, c'était ça. Ouais. On a attrapé une feuille. Comme ça, c'est réglé. Il n'y a plus d'histoire. Tu passeras moins de temps à expliquer ce que j'ai changé ou pas. Et voilà. Puis les gens, je prenais toujours ce qu'ils connaissaient. Ah oui. On choisit les mêmes. Qu'est-ce qui leur rassurait? Les gens choisissent les mêmes choses. Ils choisissent toujours la même chose. Je leur disais toujours, vous allez prendre un foie gras, des noix de Saint-Jacques, un bol au chocolat, un Saint-Nicolas de Bourgueil, un café, une claque sur les fesses. Et j'ai dit, vous prenez toujours que des choses. Ils choisissent les mêmes produits parce qu'ils connaissent. Ils savsavent qu'ils vont pas être déçus, alors qu'en fait, il y a tellement à découvrir. Et notre métier, c'est pas ça. Notre métier, tu vois, je parle de mulet, je parle de vieille, je parle de différents produits. Des légumes. Les gens qui comprennent pas l'habitude de goûter, ils aiment pas les betteraves, mais il y a d'autres betteraves. Et en faisant ce système-là, c'était la liberté. J'avais plus de contraintes, j'avais plus de verrous, et à l'époque, ça se faisait pas. Et puis c'était à l'époque en plus. Et en même temps, on a fait interdit de fumer avant que la loi passe. Moi, j'en pouvais plus, je supportais plus les clients, voilà, il y en a que ça gênait aussi. Je dis, maintenant, c'est resto non fumeur. Alors, on en a perdu, oui, on nous a pris pour des fous. Oui, parce que le menu mystère, c'était quand même un sacré risque. Oui, déjà. Dans un village de 3000 habitants. On nous prenait un peu pour des, voilà. Des jeunes qui ont 24, 25 ans, 26 ans, qui disent, nous, on fait table rase, on vire tous ces codes. Et puis, ça va être non-fumeur. On fait plus de menus, plus de cigarettes dans les restaurants. Les restaurateurs à côté me disent, vous êtes complètement barrés, mais vous êtes complètement fous. C'est comme ça. Tiens, on y croit. Et ça a marché. On a perdu des clients qui voulaient fumer absolument à table comme ça se faisait. Mais il y en a tellement qui ont dit oui, c'est bien. Donc, on en a récupéré des nouveaux. Et du coup, les fumeurs sont sortis. Et après, la loi est passée, donc on était tranquille. Et grâce à une journaliste aussi, parce que qui était venu, le journal de l'hôtellerie, qui nous avait fait, qui est venu par là, qui avait entendu parler du concept et qui est venu nous rendre visite et on lui a raconté notre histoire. Oui. Elle nous avait fait un article aussi. Et elle nous a fait un article. Et c'est vrai que ça avait bien aidé à passer du journal de l'hôtellerie le coup de entièrement. Pas de fumée et de pas de menu. À partir de là, ça a commencé à cartonner. Lydie, c'était. Lydie. Et ça a cartonné là, le succès était là. On avait, à la fin, on avait 1 mois et demi d'attente pour venir manger. Quand on a vendu, c'était ça, oui. Et on était 10. On faisait tout, le pain. On travaillait comme des fous. Hein. Les mariages, les baptêmes, les communions, les enterrements. On était face à la mairie, la mairie, l'église et l'école. Le village faisait un carré, en fait, la place. Il y avait l'église, la mairie, l'école et nous. On faisait les 4 coins de la place, en fait. Nos filles sont nées à côté. Ouais. On trouvait des nounous à droite à gauche. On demandait aux copains, t'as pas d'enfants? Tu veux savoir comment c'est fait? Tu fais quoi ce week-end? Je te passe nos enfants. Le mercredi, je commençais à me demander où est-ce qu'on met les filles ce week-end, parce que payer une babysitter toute la journée, c'était pas possible. Ouais. Donc en fait, c'était les grands-mères, les sœurs. Quand je les appelais, nous on sort. Ah, c'est très bien. Je raccrochais. J'appelle l'autre. Oui, hop. Donc ça. Et au bout d'un moment, donc je lui ai dit, écoute, c'est stop. Là, va falloir qu'on arrête. Le cosy dans la cuisine. Bon, ça c'était au tout début, mais après elles ont marché très vite. Solène dans la cuisine avec son biberon. Je calais avec un torchon. Le bruit du pétrin, c'est clac, clac, ça l'endormait. Boum, hop, je continue mon service, etc. Quelquefois pour le biberon, je calais un torchon devant, je calais le biberon quand j'entendais.
C'est que le biberon, il commençait à être vide, donc je remontais le torchon, hop, ça finissait, puis c'était calé. Les gens pensent pas à ça. Mais non, c'est des métiers de fous. C'est des métiers de fous. Ils sont très prenants, en fait. Faut être entier. C'est H24. Et quand t'as des gens qui te font des fois des réflexions, quand t'as des trucs, ah oui, mais c'est cher, ah bah oui, mais ceci et cela, mais vous connaissez rien. Ah bah vous êtes fermé le week-end. Bah oui, vous en fait. Vous savez rien de notre vie. Vous savez pas comment c'est. Vous venez juste prendre du plaisir, c'est très chouette, mais vous savez pas tout ce parcours qui a été avant, tous les trucs, mais tous les restaurateurs. Quand on rentre, il faut mettre les machines de linge à tourner, les torchons, les machins. Notre vie, elle commence pas qu'à midi, elle se termine à 14h. C'est tout. Ouais, c'est une vie très prenante, c'est une profession très prenante. C'est un sacerdoce. Donc c'est pour ça qu'on a changé de restaurant. C'est vraiment ça. Tu l'as dit, Véronique, il faut stopper. J'ai dit, il va se passer quelque chose. Ou tout s'arrête, ou il se passe quelque chose. Et on se réorganise autrement. Donc on a vendu. On avait dit on ne travaille plus le soir et le week-end pour s'occuper des filles, parce qu'elles commençaient, elles allaient rentrer en primaire, et moi je dis je veux suivre les devoirs, leur donner goût à l'école, enfin vraiment que ça se passe bien, les élever, tout simplement. Et donc je dis moi pour ça c'est obligé, je travaillerai plus le soir ou le week-end. Donc on a trouvé un restaurant donc ici, où c'était au départ fermé, c'était ouvert que le midi. C'était quoi avant ici? On est restaurant déjà. On est en 2008, c'était un restaurant. Restaurant aussi, c'était ouvert que le midi. Depuis 100 ans. Le lieu existe depuis 100 ans. Là autour de nous, les peintures sont de 1950. Voilà, c'est un ancien café-épicerie. Ici était tourné là où on est dans la salle avec les peintures, une scène d'Agnès Varda et de Jacques Demy dans Jaco de Nantes. On voit la scène qui se passe ici. Et dans ce lieu-là, donc, les banquettes, tu vois, la banquette, elle est là. C'était la banquette d'époque. Les chaises où t'es assis, c'est la chaise d'époque. Les banquettes sont d'époque. Celle-là, on en a gardé une, on les a changées là au Covid. On a changé toutes les autres, mais celle-là, on a gardé. Sont d'époque. C'est les chaises bistrot. C'est les chaises bistrot, les vraies chaises bistrot Baumann qui sont, et toute cette histoire, tout ce passé. Et on a commencé en travaillant que le midi ici, en fait. Et toujours avec le concept. Pourquoi Nantes, en fait, finalement? Une ville qui pouvait permettre de travailler en repas d'affaires, de vivre, parce qu'on est quand même un foyer, on a des enfants et il faut gagner sa vie purement. Donc pouvoir travailler que le midi. Donc en fait c'était une ville qui soit assez active pour ça. Donc on a choisi ici. On est venu manger un midi ici. Bon, ça me correspondait pas. Moi je faisais du gastro et tout, un bistrot. Ouais, parce que on va décrire pour celles et ceux qui ne connaissent pas le restaurant. Il n'y a pas une capacité de couvert très importante non plus. Non, on a une 40aine de couverts ici, mais c'est vraiment un bistrot. Et je suis attaché à ce truc-là. C'est un bouchon parisien, un bistrot parisien, un bouchon lyonnais, comme vous voulez. Il y a 100 ans d'histoire ici. Il s'en est passé des choses. Il y en a des gens qui sont assis sur ta chaise. Énormément. Et alors, vous arrivez ici avec le concept que vous importez. Premier sur Nantes, il y a personne qui faisait ça. Menu mystère, voilà. Il y a 15 ans, il y a personne qui faisait ça. On est arrivé avec ce truc-là, on a recommencé ce qu'on faisait. Alors, au tout début, pour les habitués, on avait laissé 2 choix à l'ardoise et en dessous, on avait mis la ligne mystère pour qu'ils s'habituent. Et très vite, on a enlevé. Ça a duré 15 jours, 3 semaines sur le clash. Très vite, on a enlevé les choix de l'ardoise. Allez, on a marché une fois, on refait la même chose. Et Christophe, tu m'as dit, les débuts ont été un peu compliqués. Les 8 premiers mois ont été très compliqués. J'ai acheté la marchandise, je la baignais, ça marchait pas. Et j'étais voir mon papa, je lui ai dit, écoute, il y a un truc qui va pas, je comprends pas. Il me dit, écoute, on va rester ça encore un mois. Si ça marche pas, vous pliez les Gaules et vous remontez en région parisienne, pas de souci. Pareil. Journaliste, Vanessa Lambert, France Bleu L'Océan. Qui était à l'époque à France Bleu L'Océan. Et on se retrouve un jour dans une soirée et elle me dit mais tu parles bien. Je dis ouais. Elle me dit tu pourrais pas faire un truc à parler à la radio de ton métier parce que t'es passionné. Elle me dit je suis sûr que ça intéresserait les gens. Puis ça a duré un petit bout de temps. Ça durait toujours de temps en temps régulièrement on y va et parler de tout ce qui touche à notre métier. Et ça, c'est le déclic, ça a fait venir les gens. Mais en fait, ça goutte permet parmi tout, quoi. C'est tout. C'est ton travail. Il y a pas que tu peux parler, dire vous êtes le plus beau restaurant du monde. Il y a que sur à l'instant T. Si c'est pas vrai dans l'assiette. Il y a un moment, si tu triches, ça se voit. Ouais. Et là, ça décolle, vraiment. Et après, là, ça commence à décoller. Au bout d'un an, oui. Voilà. Et puis on est obligé d'ouvrir 2 soirs par semaine. Et puis voilà. Parce que les clients, mais vous n'êtes jamais ouvert le soir? Ah non. Ah bah si. Donc on est ouvert le jeudi et le vendredi soir. Donc ça nous va bien et puis ça permet de et vous avez trouvé de garder un équilibre. Ouais, c'est ça. Et découverte après du vignoble. Oui, comme ça ça nous permet justement de souvent c'est le mardi, on se fait des sorties avec les apprentis dans le vignoble chez les vignerons, chez les producteurs, chez le marais salon, le miel, enfin un petit peu tout.
Et du coup, ça permet de découvrir autour, quoi. Et puis de leur apprendre aussi le côté, le produit que vous avez là, avec lequel vous travaillez, ça vient de là. Ça, c'est important, évidemment. Toi, Véronique, tu t'es pris de passion pour le vin. Oui, on découvre, après, si on n'aime pas, avec modération, bien sûr. Hein. Avec notre copine modération. Non, mais oui. Mais c'est vrai que c'est tellement de choses à découvrir, tellement de producteurs, tellement de... Et puis, c'est une bouteille, c'est un vigneron derrière, c'est toute sa famille, c'est une histoire. C'est comme nous, le restaurant, quoi. C'est pas juste une assiette. Les apprentis, quand on leur dit, vous dressez l'assiette, oh, c'est bon, ça va. Non. Là, l'assiette que tu sors de ta cuisine, elle va sur une table devant quelqu'un et il va la manger. Donc, c'est pas, si t'en es fier, ok, ça va lui plaire, mais tu fais pas ça comme ça vite, ou est-ce qu'il y a ce qu'il faut dans l'assiette, est-ce que c'est bon, est-ce qu'il y a la quantité? Tu lances pas ça comme ça. Il faut vraiment savoir ce que c'est et d'où ça vient. C'est important. Avignon, c'est pas j'ouvre une bouteille, je la sers, et puis etc. C'est tout son parcours. Comment il est, qu'est-ce qu'il a fait, comment il en arrive là. On connaît pas tout de tout le monde, hein. Mais c'est vrai que quand on a fait une sortie chez eux, ça permet de. On a beaucoup d'amis vignerons. Et en arrivant ici, dans la région nantaise, vous découvrez le vignoble nantais qui, à l'époque, on va pas se mentir, n'avait pas forcément une bonne réputation. Je dis toujours, le muscadet, il y a des années, c'était bon qu'à nettoyer, à faire briller l'inox et nettoyer les carreaux. Et j'ai dit ça à un très grand vigneron. Ça, c'est quand tu connaissais pas le muscadet. Et le gars, il a été tellement classe, il m'a tendu le verre, il m'a dit tais-toi et goûte. Et j'ai goûté et j'ai dit pardon, j'ai dit une connerie qui est plus grosse que moi. Je m'excuse. Effectivement, c'était très 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 bon. Oui. Et quand on met le nez dedans. Qui est le vigneron de Cite-le? Ah oui, c'est Jo Landron. C'est un ami, Jocelyne, à la famille Landron, à la Foissière. C'est très connu. Et c'est là qu'on a dit il se passe quelque chose quand même. C'est vraiment vraiment bon. Et puis on a commencé à découvrir, à aller voir chacun, après, un par un. Alors on est plutôt branché en déjà vin. Avoir du vin local, c'est logique, quoi. Et je le dis, moi les restaurateurs qui sur leur première page ou dans leur carte, etc., ne mettent pas minimum 5 muscadets au moins à la carte. Il y en a tellement autour et c'est à côté. Vous vendez du Quincy, vous vous rendez compte? Du Quincy, alors que vous êtes dans un pays producteur. Mettez d'abord en avant vos vignerons d'ici. C'est obligatoire. On va à Bordeaux, ils boivent du Bordeaux. En Alsace, ils boivent de l'Alsace. Et à Nantes, on boit du muscadet, quoi. Mais arrêtez, vous Quincy, ils vendent du muscadet. Ils font des travaux merveilleux ici. C'est super bon. Ils font du travail merveilleux et il y a une montée en gamme aussi. Mais ça fait longtemps, ça fait un bout de temps. Parce qu'ils retravaillent. Mais oui, mais parce qu'avant, c'était fait, avant. Le gros plan, ça partait à l'export. Pour les cognac, pour les autres, voilà, puis ça se vendait pas tellement bien, ça se gardait pas bien. Ça se buvait comme ça, mais ça se travaillait pas. Tandis que maintenant, il y a un vrai travail. Les vignerons respectent aussi la terre. Voilà, c'est vraiment respecter le travail de la vigne. De toute façon, ça se travaille naturellement. Alors c'est beaucoup de travail manuel, mais ça se fait naturellement et dans la bouteille, ça se voit tout de suite. Ouais. Tu parlais des vignerons, de la passion pour le vin. On l'a compris aussi, on l'a entendu, il y a une vraie passion pour la cuisine. Qu'est-ce qui t'éclate là aujourd'hui, Christophe, toi, dans ta cuisine? Je vais faire mes achats à droite à gauche. Je vois un joli produit. Créer, toi. Créer, transmettre, former. C'est pour ça qu'on est arrivé au mystère. Créer, transmettre tout le temps. Créer, transmettre, former, tu vois. J'ai mes jeunes qui sont là. On va faire ça. Tiens, je leur lance des pistes. Tiens, essaye de me travailler ça. Qu'est-ce que t'en penserais? Comment tu le verrais? Je verrais bien ça. Ok, on peut essayer. D'accord. Et puis j'ai encore plein de choses à apprendre. J'ai des trucs. J'adore la charcuterie. Je suis passionné par la charcuterie. J'aime bien faire les terrines, tout le machin. J'ai les jeunes, un jour, ils me disent, chef, on voudrait apprendre à faire du boudin. Pas de problème, on va faire du boudin. On a fait du boudin, on a repeint le plafond et tout. Il y en avait partout. Je dis, il y a eu un crime ici ou quoi? Et on a fait du boudin. Ok, j'ai fait du boudin. Ils étaient je voulais faire du boudin blanc. Moi, j'ai appris à faire du boudin blanc. Je voudrais faire de la saucisse sèche, des saucissons. Je vais le faire. J'ai regardé, j'achète des livres, je regarde, etc. Je veux faire mes saucisses, mes copas, mes machins, faire du séchage. Tous ces trucs-là que j'ai jamais, je veux apprendre. Toujours. Des choses que j'ai jamais faites. Tout ce que j'ai jamais fait, je voudrais faire des quenelles de brochets magnifiques. Un jour, je vais m'y pencher, je vais faire que ça pendant un bout de temps. J'ai fait 2 fois le concours des meilleurs ouvriers de France. J'ai été 2 fois en demi-finale des meilleurs ouvriers de France. Première fois, c'était à cause d'à Paris, lors d'un repas. À mon anniversaire. À son anniversaire, c'est 40 ans. J'ai un collègue et un copain qui me dit, on fait les mofs. J'étais pas parti là-dessus. J'avais toujours envie de faire ça. T'as toujours eu envie de le faire. Moi, je l'ai fait. Lui, il l'a pas fait, mais je me suis mis dedans. Mais je me suis mis en mode compétiteur parce que j'adore ça. J'aime bien la compétition et tout. C'était pour toi, de toute façon. C'est pour toi que tu fais ce truc-là. Et, ok, je passe les qualifs. Je suis sélectionné. Demi-finale. Ok.
Et me voilà parti avec des collègues à droite à gauche, puis tu rencontres des personnes. J'ai rencontré Mathieu Guibert à Plaine-sur-Mer, devenu ami, super Olivier. copain. Je suis venu Anne de Bretagne, Mathieu Anne de Guibert. Olivier. Streff, qui est un cuisinier en bourguignon. Et pareil, tu fais des belles rencontres, et puis tu te bats contre toi-même, et tu vas aller chercher la perfection, tu vas chercher... j'ai toujours refusé de faire des champignons tournés. C'est un truc avec un couteau, on donne des spirales autour. J'ai toujours trouvé ça débile. Je trouve ça aucun intérêt, comme les légumes tournés. Une patate, pas besoin de lui donner une forme perfecte, etc. Mais là, tu t'obliges à le faire. Et pendant, 6 mois, 1 an, j'ai fait 1 kilo de champignons tous les jours pour avoir la perfection. J'ai réussi. Je suis content. Là, le dernier truc, c'était des œufs pochés. Des œufs pochés perfects. Tu vas chercher le timing, le grammage d'eau, la cuisse, le bon œuf, quelle taille, quel timing, le gramme de sel, la quantité de vinaigre, la température d'ébullition, comment je le pose, est-ce que je fais un tourbillon, pas de tourbillon, est-ce que je le mets là? Tu te poses plein d'énigmes à droite, à gauche. Tu dis, je vais tester ça. Ah ouais, ok, ça c'est bon à tant de minutes. D'accord. Une moule, tu la cuis comment? À la marinière? Non, tu la cuis dans de l'eau avec 30 grammes de sel par litre et tu vas la pocher 9 secondes. Là, t'as une cuisson parfaite. Moi, petit bistrotier de quartier, j'ai été titiller des mecs qui ont des grands restaurants à Paris et été en demi-finale face à avec des meilleurs ouvriers de France que j'ai croisés. Ouais, ok, c'est tout. Mais c'est pas pour être fier, c'est juste dire, j'avais cet objectif de dire. Tu voulais le faire. Je voulais le faire. Et là, j'ai fait 2 fois, donc 2 fois, 2 sessions de suite. J'ai été pris en demi-finale et à la fin, j'ai dit, stop, c'est fini, je veux plus le faire. Terminé. On a tourné la page et je le referai plus. Mais c'est une belle expérience, ça t'a permis aussi peut-être de progresser. Ah ouais, c'est une expérience de vie professionnelle qui est top. Tu vas faire énormément de tests, c'était l'excellence. Prépare tout. Mais tu prépares tout. Tu prépares tout. Ah oui, tu sais, quand on dit qu'on est 2, on est vraiment 2, on est à 50-50, on est à 50-50. C'est pareil que les JO, hein, c'est exactement le même tous les même 4 truc. ans, c'est tous les 4 ans, t'es dans le même trip. Et là, à 1h30 du matin, tu te couches et tu refais toute ta checklist. C'est à Blois. Et là, je dis, les feuilles d'huître, je les ai pas. Je les ai oubliées. Et quand on n'a pas un produit, c'est éliminatoire. Et là, je dis, comment on fait? Donc, c'est jouer, mais sans pouvoir gagner. Et je dis, c'est pas possible. Donc, au départ, je vais voir, je reprends mon téléphone, je dis, tel magasin qui est à Tours, il ouvre à telle heure. Nuit, hein, c'est ça? En pleine nuit, hein. Je dis, moi, en pleine nuit, je prends la voiture, je vais chercher le magasin, il ouvre à 5h ou 6h, et puis le temps, j'ai dit, c'est pas possible, je serais pas revenu à temps pour mes et là, je lui envoie un message, je dis, il me manque mes feuilles d'huître. Et là, je me couche, je prends le téléphone, et là, je vois le message, j'ai pas mes feuilles d'huître. Et toi, tu es où? Tu es à Nantes ou? Oui, à la maison. Et là, je fais, non. C'est pas possible. Je peux pas rester couché. Je peux pas le laisser comme ça. Il est dans sa chambre d'hôtel. Il sait qu'il va jouer. Il peut pas gagner. Enfin, jouer entre guillemets, hein. Participer, mais il peut pas gagner. J'ai dit, mais moi, j'ai pas le droit de rester à la maison, là, comme ça, toute seule, sachant qu'il est en train de perdre, en fait. Aucun concurrent va te donner, je vais te donner les feuilles d'huître, hein. Donc, je suis venue, je me suis rhabillée en 2 secondes, j'ai pris le chien, ça laisse, un seau pour qu'il puisse boire. Je suis montée dans la voiture, je suis venue au restaurant, j'ai vidé les 2 grands frigos, je ne trouvais pas ces fichues feuilles d'huître. Je ne trouverais pas. Donc, à 2h du matin, j'étais en train de vider tous les frigos de la cuisine, je les ai pris et j'ai fait la route. Et là, je l'appelle, il me dit, t'es où? Je suis sur la route. Il me dit, t'as les feuilles? Oui. Et en plus, 5h15 du matin. Partie, et donc voilà. Et je suis arrivée à 6h. Oh, 6h. 6h, ouais. Je suis arrivée, je lui ai tendu le sac. Et dans la même main, il m'a passé la clé de la chambre d'hôtel. Je suis montée dormir 2 heures et je suis repartie. Et puis après, je l'ai attendu. J'étais faire une balade en forêt avec le chien. Cette complicité qu'on a. Mais j'avais pas le droit de le laisser, en fait, comme ça, quoi. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, on t'a dit, on s'est jamais fâché, on s'est jamais engueulé. On travaille ensemble, en symbiose. Et être capable de faire ça, c'est magnifique. Et pour que je puisse participer à ce truc-là. Je n'ai pas réussi, etc. Mais c'est pas grave. Ça, c'était pas le plus important. C'était de participer et de voir le truc. Ouais. Mais ça montre aux jeunes, on fait de la formation, on montre aux jeunes en leur disant il faut aller performer, aller jusqu'au bout. Et nous, notre rôle, c'est de les monter jusqu'on peut. On prend toujours cet exemple de cette petite graine qu'on plante en terre. On va la faire germer, on fait un joli petit arbrisseau. Petit arbre, solide, bien droit, avec des belles feuilles. Et notre rôle, c'est de les passer à d'autres. Et quand ils sortent de chez nous, je dis, tu vas aller où? Tu vas travailler où? C'est quoi ton rêve? Donc la transmission,
Donc la transmission, c'est vraiment ce qui vous anime aujourd'hui. Tu parlais tout à l'heure aussi de la pro et c'est vrai, souvent je t'ai entendu parler le plaisir aussi d'aller acheter les produits. Ça fait partie, ça encore, c'est ce qui t'éclate encore aujourd'hui? Je passe du temps. Ouais, je passe du temps. Je passe du temps parce que le matin, elle me dit tu traînes. Bah oui, mais bon. Tu pars à quelle heure le matin faire les achats? Ah, en fait, c'est fini, on peut plus aller à 5h du matin, faut qu'on dort. On arrive ici pour 9h. Hein. Mais t'arrives, tu vas discuter avec le gars qui va faire le poisson. Parce qu'il faut discuter avec la personne. Je suis pas là que pour prendre ma matière première et partir. Comment ça va? Tiens, aujourd'hui, patati patata. Tiens, j'ai reçu ça, c'est super top. T'as un joli macro. Qu'est-ce que c'est beau un macro? Tu sais, quand il sort de l'eau, il est magnifique. Tu sais qu'ils sont en U, ils sont tellement raides. Bah, c'est super chouette. Tu le travailles, tu dis, moi, j'ai pratiquement rien à faire. J'ai juste à le cuire un tout petit peu, l'assaisonner, 2-3 merdouilles, et puis c'est bon. C'est chouette. T'as un beau produit, t'as un beau légume, t'as une bonne tomate, t'as un beau truc. Après, t'as envie de travailler, quoi. T'as envie de le travailler. Là, ce matin, j'ai acheté de la vieille. C'est pas le truc qui te fait rêver, mais c'est bon. Poisson, c'est un poisson de la vieille. Ouais. Et moi, j'avais une mauvaise image de ce truc-là. Bon, ok. Non, parce que quand on fait, les clients, ils sont contents. Ok. Là, je suis du mulet à gogo. Ils sont pleins d'œufs en ce moment. Je fais du tarama avec. Je fais mon tarama avec les œufs de mulet parce qu'on va jusqu'à la démarche du truc. Tous ces produits qui arrivent, là, mes autres passions après la cuisine, c'est la pêche. Et ramasser les champignons, les cèpes. Je suis fou de cèpes. Et j'aimerais un jour, s'il y a des auditeurs qui entendent, aller caver, qu'on appelle, c'est ramasser de la truffe. J'ai jamais fait ça. Non. C'est pas mal de choses comme ça qui me manquent encore. Ou goûter des produits. Par exemple, est-ce que toi, il y a des choses que t'as jamais mangées? En fait, je me mets des listes et puis dire, tiens, ça, j'ai jamais goûté. Alors, par exemple, donne-nous un exemple. J'ai goûté beaucoup de choses. Mais tu cherches beaucoup, tu dis, j'ai goûté ça, mais est-ce qu'il y a encore mieux dans cette catégorie-là? On dit, le caviar. T'as déjà mangé du caviar, mais est-ce que t'as mangé du bon caviar? Les gens me disent, le caviar, c'est bon. Non, mais est-ce que t'as déjà mangé de l'excellence? Alors, on me dit, c'est cher. Ok, bon, un petit peu. Ok. Tu goûtes. Moi, j'en ai goûté plein. Effectivement, c'est bon. Au départ, je ne sais pas. Et des tas de choses. Tu vois, moi, le mulet, c'était une chose que je pêchais avec mes grands-parents. On les cuisait au sarment de vigne. C'est excellent. On appelle ça le bar du pauvre. Je le fais découvrir aux gens. Je me dis, oh non, le mulet, c'est pas bon, c'est pas J'en de base. veux pas. Mais si vous allez j'avais du bar et du mulet. Et je lui ai servi dans une assiette. Je dis maintenant, lequel est lequel? Moi, je sais lequel est lequel, toi. C'est ça. C'est la façon de le travailler aussi. On leur dit que c'est ça. Bon, tiens, la définition d'un cuisinier pour moi. Un cuisinier, c'est quelqu'un qui est capable, avec une sardine, d'en faire un plat intéressant. Le gars qui travaille du homard, du turbo, ou de la Saint-Jacques, il n'y a pas de mérite. Le produit est tellement excellent à la base. Ok, je veux pas dire que n'importe quel Pékin est capable de le faire, mais d'un produit noble, finalement. D'un produit noble, t'as pas beaucoup de trucs, mais d'un produit qui est très très simple. Est-ce que tu es capable de le sublimer? Et c'est là qu'on voit le talent de gens, de talent d'un cuisinier, de travailler un légume, de travailler... Qu'est-ce que j'en fais? C'est une cuisine d'inspiration, Christophe. C'est-à-dire que tu décides du menu lorsque tu fais les achats, lorsque tu vas à la pro? J'achète plein de trucs et Enfin non, il décide pas le menu quand il fait les achats. Il achète les produits et le menu, il le décide juste avant le service. Dans la matinée, je cuisine des trucs à fur et à mesure. La définition, c'est un peintre. Un peintre, il sait ce qu'il va faire, mais il sait pas exactement comment il va le faire. Il sait quelle couleur, mais il sait pas encore comment ça va se dessiner. Il a une esquisse à peu près comme ça. La louche. Mais il sait pas exactement comment il va faire son dessin. C'est pareil. Moi, quelquefois, je prends la commande et je lui dis, bon, c'est quoi, là? C'est poisson, viande? Oh, je sais pas. Si, là, va falloir savoir, quand même. La création de ma recette, elle se fait dans ma tête. Les gens me disent, mais comment vous créez? En fait, nous, cuisiniers, on a cet échantillonnage de goût et de saveur en bouche. Si tu connais bien ton job, dans ta tête, t'as toutes les données. Je te dis, ça a le goût de l'orange. Moi, je pense l'orange, j'ai le goût de l'orange, le goût du citron, le goût du poisson, le goût du sel, du poivre, de tel truc, de telle huile. Une huile ardente, une huile pas ardente, une huile végétale, une huile qui a le goût d'artichaut, l'artichaut cru, l'artichaut cuit. Toutes ces banques de données de saveurs, les ai mémorisées. Et quand j'en ai besoin, je ressors ce produit-là, j'y pense, je le mélange avec de l'orange, de l'artichaut, de machin. Et dans ma tête, j'arrive à faire le mélange et me dire, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ok. Et je le fais. Tu fais jamais d'essai, en fait. Et je fais pas d'essai. On dirait que jamais. C'est toujours. T'as pas rêvé. Ça correspond toujours à ce que tu avais imaginé. Ouais, souvent. Très souvent. Parce que j'ai goûté beaucoup de choses. Mais beaucoup. Et, la mémoire de mon goût. T'es très curieux. Et je suis très curieux. Le vin, pourquoi j'aime aussi le vin, c'est que je suis capable j'ai goûté un vin il y a 10 ans. Tel domaine, telle année, je l'ai mémorisé. Par contre, je suis pas physionomiste. C'est un problème, tu vois. Je suis capable de ressortir ce verre-là, je l'ai goûté tel truc, tel machin. Ça goûte comme ça. Tu vois la secrétaire du club de natation et elle me dit, c'est qui, là? Je la vois régulièrement. Et puis,
Et oui, bien sûr. Et voilà, ou quelqu'un qui passe et bonjour. Et je leur dis aux gens, je suis pas physionomiste. Mais par contre, le goût... Tu as en tête les associations, ce qui fonctionne. Tu sais aussi ce qui fonctionne pas, ou parfois tu te laisses surprendre en disant, tiens, je tente le coup quand même. Ouais, c'est assez rare. Il y a des choses, tu sais. Il y a des choses, des fois, je dis, bon, c'est pas bon. On va arrêter les bêtises, c'est pas bon. Voilà, on essaye. Bien sûr. Et puis, ça permet surtout de pas rentrer dans un train-train. Il y a rien de plus désagréable que de dire, le lundi, t'arrives. Pas de routine chez nous. Ouais, voilà. Les jeunes, ils le savent. Chef, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Attends, prends le café, on va discuter, on déballe ça, on va faire ça. Ils préparent tous les produits bruts, ils font les épluchages, les taillages et tout ça, et après, ils voient comment les... Il est 14h, il est 15h44. Ce soir, j'ai une idée vague de ce que je vais faire. Mais ça va mûrir dans l'après-midi. C'est-à-dire que ce que j'ai acheté ce matin, ce que j'ai dans mes frigos, je vais y penser durant les 2 heures qui vont rester. Tiens, je vais essayer ça, comme ça. Ok, notre dessert, on l'a déjà travaillé avec mon jeune là tout à l'heure, avec l'apprenti qui est en mention dessert à l'assiette. Donc le lundi, mardi, il est à l'école, il apprend les techniques. Carte blanche par rapport à ce qu'il a appris. Et je dis à ok, l'école. de ta technique, on va en tirer, on va faire quoi? Donc t'as appris à faire de la pâte à baba. Ok, moi je vais te montrer comment je fais ma pâte à baba et on va faire ça. J'ai acheté des figues. Donne-moi une association. Alors fève de ton cœur. Elle me dit non chef, je voudrais faire un truc avec du poivre. Avec du poivre timut, ce côté pomelo, je dis ça c'est une bonne idée. Donc on va le faire infuser, on va le faire comme ci, on va le faire comme ça. Ok, je te lance. J'ai une phrase qui dit en cuisine, pour savoir courir, il faut apprendre très bien à marcher. Si tu sais pas très bien marcher, tu vas te casser la gueule. Donc t'apprends bien à marcher, puis une fois que tu sais bien marcher, tu vas pouvoir courir et puis tu vas pouvoir courir loin, partout, dans tous les sens. Donc on leur a appris les bases. Celui-là, il a déjà appris des très bonnes bases, il a été formé très très bien. Et maintenant, je vais essayer de lui apprendre à le faire courir, à lui faire réfléchir pour dire, voilà, qu'est-ce que tu ferais? Et puis d'essayer de l'aiguiller sans l'aiguiller pour lui apprendre cette créativité. Une cuisine créative, voilà. En tout cas, c'est ce qui t'anime et ce qui vous anime tous les deux au quotidien. C'était passionnant. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais, Christophe. J'ai un chef qui m'a dit ça un jour, la cuisine, ça se fait avec les mains, son cœur et ses tripes. Si t'as pas les trois, ta cuisine, elle est sans saveur. Eh ben, c'est un beau mot de la fin, ça. Ouais. Merci infiniment de nous avoir consacré du temps. Merci d'avoir écouté notre vie. Ouais, c'était chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Belle journée à tous les deux. Merci aussi. Au revoir. Voilà, fin de cet épisode. Merci de votre écoute. L'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes, revient très vite dans vos oreilles. Ciao. Pour ne pas manquer le prochain épisode de l'Assiette Nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.